et une clinique à Kalam, toujours dans l'enceinte de la maison communale. Quand la victime nous arrive, elle est accueillie et reçue par un assistant social. Nous avons des bureaux aménagés où il y a une salle d'écoute pour que tout ce qui se passe ne soit pas entendu par d'autres visiteurs. Quand on écoute, il y a une fiche qu'on remplit. Et sur la première partie de la fiche, on prend l'identité de la victime. Après l'identité, la victime nous relate tous les faits tels que ça s'était déroulé. Après, il y a une partie qui est réservée à la conclusion que les CAGEM donnent au dossier. Quand la victime est entendue, la personne l'oriente chez le psychologue. Le psychologue va entendre la victime et voir les besoins qui ont été présentés par la victime. Et c'est en fonction de ces besoins-là que la victime sera orientée. Premièrement, quand elle nous arrive, on doit l'orienter ou la référer dans un centre hospitalier ou dans un hôpital qui est appuyé par notre partenaire UNFPA. Et nous envoyons. Il y a aussi l'UNICEF qui nous appuie pour ce tel dossier. Mais l'UNICEF, on n'entend pas tellement parler, hein? À part l'école, les enfants qui doivent aller à l'école. Bon. On oriente la victime d'abord dans un hôpital pour que dans les 72 heures, la victime soit prise en charge. Parce qu'elle peut contracter les infections sexuellement transmissibles ou une grossesse non désirée ou les VIH-Sida. Après ce stade, nous confions les dossiers à un avocat conseil pour la prise en charge judiciaire. Si l'auteur est reconnu, si l'auteur est connu. Et après vient l'étape de la prise en charge psychologique. Pour l'accompagnement judiciaire, c'est notre partenaire UNICEF qui nous a appuyés pour ce volet-là. Je pense que M. Emery peut ajouter le reste. Oui, juste pour compléter la secrétaire exécutive du CAGEM, en ce qui concerne cette phase d'accompagnement judiciaire des mineurs qui ont été victimes de violences sexuelles, leur dossier, pour rappeler à nos auditeurs, à nos téléspectateurs plutôt, leurs dossiers sont traités avec beaucoup de confidentialité, c'est-à-dire que les informations qu'ils nous ont fournies en ce qui concerne les viols des mineurs ne peuvent pas être divulguées. Ça, c'est la première chose que nous respectons. Et deuxièmement, avec l'autorisation des tuteurs ou des parents de la victime, nous confions les dossiers à nos avocats conseils qui doivent accompagner les victimes au niveau de parquet, des cours et des cours des tribunaux. En ce qui concerne l'accompagnement judiciaire des enfants qui sont victimes de violences sexuelles, nos avocats conseils assistent les victimes dès l'instruction du dossier au niveau de la police. Au niveau de la police. C'est vous qui payez? C'est pourquoi je vous disais que c'est un projet qui est financé par l'UNICEF pour accompagner spécifiquement les cas de mineurs ou des enfants qui ont été victimes de violences sexuelles ou de viols. C'est ainsi que nos avocats conseils accompagnent ces victimes dès que le dossier est ouvert au niveau de la police jusqu'au moment où le dossier sera transféré au parquet pour instruction jusqu'au moment des instructions ou de la plaidoirie au niveau des tribunaux. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Oui. Bon, moi, je parlais de payer. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Les victimes ne payent pas la Lisadel pour les services qui ont été offerts à ces victimes. Ce sont des services qui sont gratuits puisque c'est avec l'appui de l'UNICEF que les victimes sont accompagnées en justice, que ce soit pour payer les frais de justice, tout comme pour payer les différentes vacations des avocats qui les accompagnent. Donc c'est un appui de l'UNICEF. Les victimes ne payent pas de l'argent au niveau de la Lisadel, tout comme au niveau des cours et tribunaux. Mais c'est à ce niveau ici que le travail de la Lisadel connaît quelques difficultés. Ouais.
en ce qui concerne la banalisation des violences sexuelles au niveau des parquets, tout comme au niveau de la police. Malgré la loi. Malgré la loi qui existe. Une loi qui a été promulguée depuis le 20 juillet 2006 qui condamne les auteurs de violences sexuelles. Mais nous sommes surpris que ceux qui sont censés appliquer la loi ne l'appliquent pas au profit des auteurs ou des prévenus, où les prévenus obtiennent des libertés provisoires et en profitent pour se soustraire de toute poursuite judiciaire. C'est à ce niveau-là que le travail de la LISADEL est vraiment découragé par les opérateurs judiciaires, que ce soit les OPJ de la police, que ce soit les magistrats instructeurs, que ce soit même les juges qui parfois rendent des décisions judiciaires uniques pour acquitter les bourreaux ou les prévenus qui sont poursuivis pour les infractions de viol. J'ai comme l'impression, vous allez encore me dire que j'exagère toujours, mais je vous ai dit dans cette émission, on va exagérer, parce qu'on a toujours exagéré l'affaire de viol dans la société. Je ne parle pas des gens qui sont... mais à chaque fois qu'il y a un crime, on a l'impression qu'on a souvent pitié des bourreaux. Pourquoi est-ce que les gens réagissent ainsi? Pourquoi on a pitié d'un homme qui bousille la vie d'une jeune fille? Vous êtes un homme, vous êtes des hommes. Vous avez pitié de vos semblables parce qu'ils violent de petites filles. Vous avez pitié. Je vous ai suivi, je ne veux même pas qu'il parle, mais il va quand même parler. J'ai suivi le président à Molière TV, à côté de papa, Léon. Oui, papa Léon. Je suivi à côté, il était vraiment en colère. Alors là, c'était la première fois et j'ai vraiment aimé ce qu'a fait Molière. Oui. C'était extrêmement sensible, mais bon. Voilà. Ce n'est pas qu'on a pitié. Je crois que le problème reste l'attitude de personnes qui doivent rendre justice, qui doivent dire la loi. Et nous avons des difficultés, d'abord parce que la plupart de magistrats, la plupart des juges ne méritent pas d'être appelés juges ou magistrats. Parce qu'en fait, un juge, c'est quelqu'un qui est pris de bonne volonté, un homme qui est au-delà de soupçons, au-dessus des soupçons. Mais nous constatons simplement qu'il y a des gens qu'on appelle des juges magistrats et qui se contentent de la corruption pour pouvoir rendre justice. Et ce qui est malheureux, lorsque souvent, dans ce pays où l'administration ne fonctionne pas, c'est-à-dire que cette personne, quand il obtient la liberté provisoire, il est suivi. Il ne peut pas se déplacer comme il entend, il ne peut pas voyager. Tout à fait. Il est dans le quartier, tout le monde, la police veille à son mouvement. Mais ici, nous avons une constitution où on parle de cette disposition des lois qui est lacunaire. Cette disposition de la loi ne faut pas d'application dans un pays où il n'y a pas d'administration. Ouais. Nous avons toujours plaidé à ce que cette disposition soit enlevée. La liberté provisoire et des règles, c'est ridicule. Quand vous venez de la liberté à quelqu'un et vous ne savez pas où il vit et comment il vit, et on donne la liberté à quelqu'un dont on sait d'avance que cette personne, quand on donne cette liberté, demain, il se retrouve dans le Bandundu, il se trouve dans le Bas-Congo, il va se retrouver au Congo-Brazzaville et personne ne saura. Donc, c'est fait exprès. Donc, les magistrats et les juges se cachent derrière cette disposition de loi pour pouvoir obtenir de l'argent. Ils se font de l'argent sur les dos des victimes. Voilà pourquoi nous avons, lorsque le ministre de la Justice a pris de manière délibérée la décision, le chef de l'État plutôt, nous avons applaudi ça de demain parce que nous avons compris que l'effort doit être fait pour moraliser les acteurs qui sont au niveau des secteurs judiciaires. C'est le secteur clé. Le développement de ce pays dépend de la justice. Si la justice, elle est ce qu'elle est, on ne peut jamais, on fera le rond-point, on ne va pas quitter. Mais il faut un coup de force au niveau de la justice pour qu'il y ait des hommes de bonne volonté, les hommes épris de justice, les hommes valables. Ce n'est pas parce qu'on a les diplômes de diversité que tout de suite qu'on doit devenir magistrat ou des juges. Je crois qu'il faut un critérium, c'est comme nous avons dit, il faut un critère pour le recrutement de gens qu'on doit appeler juges et magistrats. En dehors du fait qu'ils ont la formation judiciaire, ces gens devraient pouvoir bénéficier d'une formation particulière des juges et des magistrats. De telle sorte que lorsqu'il travaille, il est au milieu du village. Et les gens respectent tout ce qu'il fait. Et les gens, au niveau c'est un pouvoir.
Je reviens à dire aussi par rapport à ce que mon collaborateur a dit, que vous allez même constater qu'un enfant, une fille de 8 ans violée, et tout le monde étonné, mais on constate qu'à la conclusion, les juges appellent le plaidoirie, tout ça, malgré la demande, malgré la position du ministère public qui récupère peut-être 10 ans, à la fin, le juge vous dit qu'il n'y a pas eu de preuve. Une fille de 8 ans, elle s'est violée. Donc, il lui donne la liberté. Il est innocente, l'individu, en laissant la fille avec toutes les charges qu'elle a connues. Donc, le grand problème, c'est la moralité, ou la moralité de ces personnes qui disent la loi. Personne n'a pitié de ces gens-là. C'est l'argent qui importe, qui compte pour les magistrats et pour les juges, et ce qui fait que les choses ne tournent pas. Et je reviens à dire que ce soit, ce n'est pas parce que ce ne sont pas les hommes qui le font seuls. Il y a aussi les femmes. Au niveau des cours et tribunaux, nous avons connu les dossiers des femmes, le dossier d'une fille qui a été violée par 3 personnes. D'ailleurs, le cas a été présenté à l'antenne A. Lorsque le dossier est arrivé, la pire a envoyé le dossier à Matete. Dès que le dossier arrive là-bas, une dame magistrat qui reçoit le dossier pose la question à la fille, est-ce que tu étais vierge quand on t'a pris? La fille, qu'est-ce que la virginité de la fille avait à faire avec l'affaire? La fille dit non, je n'étais pas vierge. Les gars, bon, c'est toi qui as provoqué ces garçons-là. Tu payes 150, $100. Les autres payent chacun 150. Vous rentrez à la maison. Il perd ces gens-là. Et ils donnent de l'argent à la fille. Et personne ne l'a poursuivi. Donc c'est ça qui nous déplorons. C'est ça qui tue. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est important que les hommes qui disent la loi puissent bénéficier de la formation particulière. Et aussi éviter donc obtenir que les autorités, notamment judiciaires, puissent pouvoir sanctionner toutes ces personnes qui se plaisent à pouvoir se contenter de la corruption et pour décourager les enfants et les femmes. Parce qu'en fait, les conséquences, comme les psychologues l'ont dit, sur les victimes sont énormes. Et je profite de l'occasion pour tout demander aux parents, aux enfants qui ont été victimes de violences, de se dévoiler parce qu'il y a un avantage. Lorsque vous avez été violé, vous avez la possibilité d'obtenir le soin gratuitement. Vous avez la possibilité d'obtenir un avocat qui peut vous accompagner en justice, plutôt que vous consterner et rester dans votre droit. Donc nous faisons un appel pressant en direction de toutes les femmes, les enfants de moins de 18 ans qui ont été violés, de pouvoir agir. Aussi, demander aux parents aussi de faire un effort pour obtenir que toutes les personnes qui déviergent leurs enfants de moins de 18 ans puissent être traduits en justice. Il dit que les parents doivent amener en justice tous ceux qui déviergent leur fille. Imaginons que c'est un mineur qui dévierge une autre mineure. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que le juge vient de dire qu'un mineur n'est pas responsable de ses actes. Mais bon, on est mineur, mais déjà à l'âge de l'adolescence, on a des pulsions sexuelles. Donc, ça peut arriver qu'on arrive à faire l'amour. Et si ce sont 2 adolescents qui ont fait ça, bon, qu'est-ce que les parents doivent faire? Ils doivent aussi aller en justice contre le garçon. Donc, c'est un peu... Je ne sais pas si le juge, ça peut m'éclairer là-dessus. Et aussi, bon... J'ai remarqué aussi qu'il y a un problème. Souvent, les jeunes filles n'aiment pas aussi témoigner. C'est difficile parce qu'il y a aussi un aspect qu'on oublie, le regard des autres sur soi. Une fille qui a été déviergée, violée, elle peut arriver à témoigner, mais souvent, de prime abord, les gens ont souvent tendance à condamner elle, la fille. Est-ce que ce n'est pas toi qui as provoqué? Est-ce que ce n'est pas... tu t'es habillé comment et tout ça? Donc c'est aussi un autre problème. Parce que c'est pas facile de dire comme ça que j'ai été violée, violentée et tout ça. Donc, on rappelle que c'est vrai qu'on est dans une émission où on parle de mode. Hein. Alors moi j'arrête tout de suite ces pensées négatives en ce moment qui disent que les filles elles s'habillent n'importe comment et que, etc. Ça n'a rien à voir avec le viol. Nous on vous dit simplement dans cette émission que nous ne mettons pas en cause le fait qu'une fille s'habille en mini-jupe et que ce serait l'occasion pour un homme de la violer. On vous dit que ce sont des mineurs. Alors qu'elles soient en mini ou qu'elles soient en je ne sais pas, qu'elles montrent son moutolo, là, comme on dit ici, ça n'a rien à voir avec le viol. Donc si ça vous a poussé à la violer, c'est simplement que vous êtes un violeur, c'est tout. Ok.
vous a posé une question, hein, Président. Alors, le mineur qui violerait un mineur, peut-être M. Singa va répondre. Oui, merci. Je suis intéressé à la dernière intervention là. Les cas d'une victime provocatrice, ça aussi ça existe, mais cela ne justifie pas que, n'est-ce pas, que l'on viole. Non, il faut savoir se contenir. La préoccupation de notre dame, notre sœur, la psychologue, comment dire, elle s'inscrit d'ailleurs dans les cas de figure que nous avions recensés au niveau de la Lisadel. Au niveau de la Lisadel, il y a eu des dossiers où, n'est-ce pas, nous sommes arrivés à constater qu'il y a eu 2 mineurs qui se sont, comment dire, en termes clairs et simples, qui ont fait l'amour. En ce moment-là, les dossiers évoluent de la manière prévue par la loi, c'est-à-dire que les mineurs sont irresponsables pénalement. Ouais. On instruit, on voit que c'est clair et on donne des conseils. Les deux ou l'auteur, n'est-ce pas, est censé être pris en charge par les gouvernements pour des mesures, n'est-ce pas, conservatoires. Donc des mesures qui sont prises dans le sens de la resocialisation, n'est-ce pas, du mineur. On considère que, n'étant pas doté d'intelligence voulue, il a posé cet acte-là. Ce sont des cas que nous déplorons. Voilà pourquoi ça nécessite que les parents nous suivent ce soir, savent que, n'est-ce pas, il y a la loi qui interdit toutes les formes de violence sexuelle et mettent, n'est-ce pas, les enfants dans des conditions d'éviter que ce genre de choses arrivent, puisque souvent c'est au niveau familial, les cousins, entre cousins et cousines, neveux, nièces, à la faveur de la promiscuité, à la faveur de l'environnement coercitif, n'est-ce pas, il y a beaucoup de ces cas-là. Donc ça arrive, ce sont des cas. Au niveau de la Lisadel, nous avons enregistré des cas, des mineurs qui ont fait l'amour, et ça a été géré comme prévu par la loi, c'est-à-dire qu'ils sont irresponsables, on instruit, et on peut même décider, les juges d'instruction peuvent décider en fait, que l'enfant auteur soit confié à la responsabilité de ses parents, avec des consignes aux parents, pour qu'ils veillent que l'enfant ne repêche plus. Je voudrais ajouter par rapport à l'intervention de maître. Dans le pays, bientôt, on va voter sur la loi sur la protection de l'enfant. Dans cette loi-là, on prévoit l'âge de maturité, où l'enfant peut poser des actes qui l'engagent. Donc je crois qu'on est arrivé à 15 ou 14 ans. Donc si l'enfant de, de moins de 15 ans, l'enfant de 15 ans violer un enfant, cet enfant devrait être considéré comme majeur et devrait se trouver en prison. Mais par contre, les enfants, il y a une disposition de moins de 18 ans, parce qu'il est enfant, comme Maître l'a dit, ces enfants devraient être rééduqués. On les envoie dans le centre de rééducation des enfants, où il peut, en principe, comme partout ailleurs, quand l'enfant pose des actes répréhensibles par la loi, ces enfants devraient être transférés dans un centre de rééducation, où il va poursuivre les études séparées de sa famille pendant 10 ans. L'enfant peut être envoyé dans un centre de rééducation où il va être rééduqué pendant tout ce temps-là. Il va poursuivre les études normalement, mais séparé de sa famille. Donc, ce sont des choses qui se font. Et je vois se le mettre à Manco, c'est le faire, à le dire. Mais lorsque l'enfant pose des actes répréhensibles par la loi, et cet enfant doit être mis dans un centre de rééducation. Actuellement, nous avons le centre de Benseke, le centre de Benseke et d'autres centres qui existaient à l'époque coloniale, mais qui ne sont pas opérationnels. Oui. Mais l'effort que nous faisons maintenant, c'est de le rendre opérationnel pour que tous ces enfants qui sont en train de violer les autres enfants puissent être transférés dans ces centres-là. Ce n'est pas de les former pendant 5 ans. Donc la loi du 20 juillet 2006, pour autant qu'elle existe, n'est-ce pas, assure les droits des enfants, protège les enfants. Il y a lieu de s'attarder. Aujourd'hui, les viols ou les phénomènes de violence sexuelle n'épargnent personne. La vie à Kinshasa est devenue difficile.
nous sommes obligés de cohabiter avec nos cousins, nos neveux, des fois avec des amis qui ont des difficultés de logement. Et en ce moment-là, la possibilité d'être victime, soit directement, soit indirectement, du viol est évidente. D'où il faut une prise de conscience collective de tout le monde, les parents, les enfants, les enseignants, les prêtres, les pasteurs, les avocats, les magistrats. Ça n'épargne personne. On va terminer en vous remerciant donc d'avoir accepté de suivre cette émission et d'être resté aussi longtemps sur Antena, la chaîne de référence. On se retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.